d'être complices. Arrêtez 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 d'être complices. Qu'il est libre. Qu'il est libre. Nous voulons la reconnaissance. Nous voulons la reconnaissance. Nous voulons la On arrive. Qui va vous faire le compte rendu, le docteur Mangara? Équipo. Équipa. Bon, nous pouvons quand même vous dire, hein, chers compatriotes, que nous avons eu gain de cause. Enfin, nous allons avoir l'honneur de l'intervention du docteur Daniel Mangara. D'abord, je voudrais m'excuser pour le retard avec lequel j'interviens ce soir. Il semblerait que on ait encore voulu nous faire taire. Évidemment, ça ne m'étonne pas, hein. C'est l'habitude de nos amis pédégistes que de faire taire les Gabonais. Et nous faire taire déjà au Gabon ne suffit pas, il faut encore qu'on vienne tenter de nous faire taire dans la diaspora. Ça montre que les bongos ne changeront jamais. Alors, je ne vais pas tellement perdre votre temps à faire le bilan du régime des bongos. Je crois que mes prédécesseurs ont établi avec beaucoup de, on va dire, compétences, les complexités justement de l'action des bongos au Gabon. Et le bilan est tellement désolant qu'on remarque que même les pédégistes fuient le Gabon pour venir nous rejoindre dans la diaspora, alors que le fait même que nous soyons ici est quelque part, on va dire, le résultat de l'échec des bongos au Gabon. Quand vous soutenez un régime, vous repartez vers ce régime. Il faut demander à nos amis pédégistes de repartir au Gabon, jouir de l'émergence. S'ils fuient le Gabon, nous avons là en fait inconsciemment la reconnaissance que le régime des bongos a failli à tout le monde, y compris à ceux qui le soutiennent. Et là, c'est le type de bilan qu'on appelle bilan sans appel. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, Gabonaises, Gabonais, les femmes, j'en parlerai tout à l'heure de ces femmes. Je voudrais d'abord quand même vous transmettre le salut de la communauté gabonaise des États-Unis, la diaspora principalement, politiquement engagée aux États-Unis d'Amérique, celle-là même dont je suis le porte-parole et qui se bat à mes côtés depuis un moment pour imaginer un meilleur avenir
un meilleur devenir, une meilleure dignité pour notre pays. Vous avez aussi le salut du mouvement Bongo doit partir, Modouam, dont je suis le président. Évidemment, j'ai entendu de bonnes choses ce soir, mais j'aimerais quand même parler de ce mot qu'on appelle enjeu. Le mot enjeu est très important, parce que je crois que les Gabonais oublient souvent ce qui fait en réalité la dynamique d'un combat politique. J'entends souvent parler d'unité, mais vous savez, le mot unité, je m'en méfie, généralement. Parce que l'unité, on peut la construire de plusieurs manières. Ça peut devenir un carcan immobilisateur, immobilisant, j'allais dire, quand on ne sait pas ce qu'on vise. Voilà pourquoi j'ai tendance à parler pour notre opposition de solidarité. Les solidarités, c'est un peu ce qui fait que quand les femmes décident d'aller marcher à Nantes, pour un sujet qui préoccupe tous les Gabonais, tout le monde y va, quel que soit le groupe politique auquel on appartient. Ça, c'est un enjeu. L'enjeu est ce qui crée la convergence vers l'action commune. Le mot ne se confond pas avec l'idée d'unité. Ça veut donc dire que une unité avec un enjeu est fonctionnelle. Une unité sans enjeu est non fonctionnelle. Et c'est donc très important de garder ça à l'esprit. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier à Nantes, chers compatriotes. Quelque chose d'extraordinaire. Grâce à la manifestation du mouvement des femmes, les Gabonais vont enfin savoir s'il existe dans les archives des services de l'état civil à Nantes un acte de naissance établissant si oui ou non Ali Bongo Ondimba, qui se nommait à l'époque Alain Bongo ou Alain Bernard Bongo, encore qu'avec les Bongo on n'est jamais sûr. On va enfin savoir si ce nom figure dans les archives de Nantes. Et donc, si Ali Bongo est bel et bien né au Congo-Brazzaville en 1959. C'est une victoire pour notre peuple. C'est une victoire pour notre peuple. Car, hier, nous avons pu obtenir, suite à des pourparlers que je juge courtois, nous étions donc à 4, une délégation de 4, donc moi-même, M. Désiré Nam, Mme Marie Avorbon, et puis M. Mungengi qui n'est pas là ce soir. Nous avons pu obtenir des autorités de Nantes que l'extrait d'acte de naissance d'Ali Bongo soit rendu public, sans filiation évidemment, mais le document sera rendu public. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire quoi? Que dans une semaine, c'est le délai qui nous a été donné, dans une semaine, nous saurons enfin la vérité. C'est extraordinaire. Et en fait, ça remet tout en cause. On peut donc affirmer ici qu'une page importante de l'histoire du Gabon s'est écrite ce vendredi 5 juin à Nantes. Retenez cette date. Cette date, à mon avis, constitue le premier chapitre, la première étape, le premier jalon qui va permettre au peuple gabonais de commencer peut-être à organiser la destitution immédiate d'Ali Bongo du pouvoir. Comprenons-nous bien, chers amis, chers compatriotes, la question de l'acte de naissance d'Ali Bongo est au centre même du débat politique national qui nous préoccupe actuellement. Ce que la manifestation de Nantes va nous permettre de clarifier, en fin de compte, ce sont les paramètres et les arguments de cette destitution. La manifestation de Nantes change également tout le débat sur la tenue ou non de l'élection au Gabon avec Ali Bongo toujours au pouvoir. Au
Autrement dit, il y a deux choses ici qui vont se passer. Et aucune de ces deux choses n'est favorable à Ali Bongo. Si les services de l'état civil de Nantes nous reviennent avec la nouvelle selon laquelle il n'existe aucune trace d'Ali Bongo Ondimba dans ses archives, eh bien, c'est fini. C'est fini. Le débat sera clos. Et ça voudra dire une simple chose. Ali Bongo doit partir. Immédiatement. Si par contre les services d'état civil de Nantes nous reviennent avec la nouvelle qu'il existe bel et bien dans leurs archives un document attestant de la naissance d'Ali Bongo en 1959 à Brazzaville, je dirais que c'est fini aussi. Ali Bongo doit toujours partir. Ali Bongo devra partir parce que ce document ne fera que confirmer l'usage de faux qui avait été fait en 2009 et qui a permis justement à Ali Bongo d'accéder frauduleusement à la magistrature suprême du Gabon. Il est cuit. Gardons donc bien en vue ce débat, c'est important. Parce que le risque demain, c'est que les pédégistes, si le document existe, vont sauter comme des sauterelles par-ci par-là pour dire « Tiens, on vous l'avait dit, il est gabonais ». Mais là n'est pas le débat, en réalité. Dans ce débat, il n'y a qu'un seul gagnant possible. C'est le peuple gabonais. Et un seul perdant possible, c'est Ali Bongo Ondimba et sa clique. Il n'y a donc aucun moyen par lequel Ali Bongo Ondimba pourrait se tirer de cette situation. Le document n'existe pas, il part. Le document existe, on constate et on confirme la fraude et l'usage de faux, il part. Autrement dit, chers compatriotes, il importe peu pour nous aujourd'hui qu'Ali Bongo soit gabonais ou pas. Ce qui importe pour nous dans notre attente des résultats de Nantes, c'est l'argument juridique qui nous permet d'établir mathématiquement, irrévocablement, irrémédiablement, qu'il y a bel et bien eu, de la part d'Ali Bongo, un usage de faux. Cet argument juridique est suffisant pour justifier toute action du peuple gabonais visant à sa destitution immédiate. Nous n'avons donc pas besoin de nous perdre dans les arguments de si Ali Bongo est bien frais ou pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Ça ne me dérange pas. S'il est l'enfant de Bongo, pour moi, au jour d'aujourd'hui, et grâce à ce que les femmes nous ont permis d'accomplir à Nantes, je dirais je m'en fous. L'argument le plus fort pour nous tous aujourd'hui, parce que juridiquement incontournable, est le crime d'usage de faux qui établit définitivement Ali Bongo comme un faussaire. Évidemment, quand j'utilisais ces mots à la création du mouvement Bongo doit partir, on me disait « Mengara, tu insultes ». Évidemment, les Gabonais étaient encore un peu frileux. Et moi, j'avais dit que si j'appelle un criminel criminel et que la personne est véritablement criminelle, ce n'est pas une insulte. Non, non. Un voleur est un voleur. S'il est établi qu'il a volé. Exact. Et j'avais parfois ici aussi utilisé le mot animal. On m'a dit, Mengara, tu insultes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un humain? L'humain est naturellement altruiste, n'est-ce pas? L'humain essaie de penser au prochain. Quand on voit un bébé mourir à l'hôpital, ça nous émeut. Quand on est indifférent à ce spectacle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On est un animal. Monsieur Moulenda, désolé, j'ai raté son intervention. Il vous a présenté des images choquantes. Ce sont des images résultant de comportements animaliers. Exact.
Il ne faut donc pas jouer avec les mots. Moi, Mengara, je ne joue pas avec les mots, je suis littéraire. Je les pèse. Donc, la question de président parjure, en fin de compte, continue donc à nous préoccuper parce que, pour moi, la seule issue acceptable aujourd'hui pour le peuple gabonais sera ce débat autour de comment nous procédons à la destitution immédiate d'Ali Bongo. Ce débat sera lancé dans à peu près une semaine. Donc je continue donc à dire, chers compatriotes, c'est fini. Le débat est terminé. Il n'y a que nous-mêmes maintenant qui pouvons tout rater, comme d'habitude, si nous traînons encore les pieds. Il y a eu tellement d'opportunités dans l'histoire du Gabon pour en finir. Seulement, on s'est toujours arrêté au seuil de l'espérance du peuple gabonais. C'est terrible. Tout cela parce qu'on n'a pas su dire la vérité à ce peuple. C'est cette vérité que je vais vous dire aujourd'hui, chers compatriotes. En ce qui me concerne, donc, le débat est clair. Ce débat se résume en quelques mots. L'élection de 2016 ne peut se tenir avec Ali Bongo toujours au pouvoir, un point, un trait. C'est donc le lieu pour moi de rendre hommage aux femmes. Nous devons saluer. Oui, allez-y, nous devons saluer le travail des femmes qui nous ont permis de nous réunir ici aujourd'hui, après Nantes hier. Je voudrais remercier ces femmes courageuses, ces femmes devenues commandos. Ces femmes qui ont décidé de se lever parce qu'elles en ont marre. Ces femmes, ces mères, ces tantes, ces cousines, ces grands-mères, nos mamans, nos sœurs, qui n'en peuvent plus de voir leurs enfants mourir dans des hôpitaux devenus de véritables mouroirs, alors que les autres, ceux qui pillent le Gabon, ceux qui achètent des conteneurs de glace à Gendas pour leurs enfants, avec l'argent volé aux Gabonais, eux s'en vont se faire soigner au Maroc. Et puis parfois, de temps en temps, l'histoire les rattrape, puisqu'on les voit parfois mourir comme des rats, parce qu'ils n'avaient jamais construit dans leur propre pays les hôpitaux qui auraient pu les soigner. Vous savez, je vis aux États-Unis. Une crise cardiaque, en 5 minutes, j'appelle la police, l'ambulance est là en 5 minutes, on peut encore me sauver la vie. Mais si je dois être évacué au Maroc, en Espagne, j'ai mille fois le temps de mourir. Et l'histoire les rattrape parfois comme ça. J'ai presque envie de dire, bon, je ne le dirai pas, parce qu'on va encore m'accuser. Hein? Alors, donc, nos femmes, il faut en parler. Ces femmes-là, à mon avis, n'en peuvent plus de voir l'avenir de leurs enfants bouché parce qu'une famille, un clan, a décidé de prendre en otage le Gabon et d'en faire une propriété personnelle. Rendons hommage à ces femmes, et notamment à nos sœurs, mesdames Marie Avorban, n'est-ce pas? Et Colette Rebouka. Quand l'histoire du Gabon aura été écrite, on dira peut-être que c'est grâce à ces femmes, grâce à cette aventure inattendue à Nantes, que la libération du Gabon aura été entamée. Ce sont là des femmes courageuses, des femmes dont le Gabon a besoin pour se reconstruire. Et M. Hénin m'a dit tout à l'heure, on les met souvent en réserve de l'histoire. Peut-être que c'est bien ainsi. Dans tout combat militarisé, il y a ce qu'on appelle le dernier rempart. Nos femmes
sont finalement ce dernier rempart. Ce sont les femmes en plus qui ont montré l'exemple que chacun d'entre nous se doit désormais de suivre. L'exemple de ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, leur engagement, c'est d'abord de nous avoir permis de nous rassembler ici aujourd'hui. Ce sont elles qui ont dit, Mengara, toi qui fais du bruit aux États-Unis à manger les hamburgers, viens parler avec nous. Et pour montrer l'exemple, elles se sont cotisées pour organiser ma venue en France. Ça, c'est leur première leçon aux Gabonais. Car vous allez voir que beaucoup d'entre nous sont forts pour chasser les bongos avec la bouche. Et parfois le clavier sur Facebook. Mais dès qu'on leur dit « allons dans la rue » ou « cotisons pour atteindre le but commun », ils disparaissent. Ils ne comprennent tout simplement pas que la libération du Gabon passe aussi par la disposition au sacrifice de chacun d'entre nous. La capacité de se dire, ce week-end, je n'irai pas en boîte de nuit. Ce week-end, je n'irai pas boire ma vodka habituelle. Je vais plutôt donner l'argent de la boîte de nuit, de cette bouteille de vodka, à ceux qui se battent sur le terrain ou à ceux qui organisent la résistance. L'engagement des femmes, c'est aussi d'avoir secoué les hommes pour leur dire, hey, messieurs, vous êtes plutôt léthargiques. Comment pouvez-vous laisser le Gabon mourir pour la gloire d'un seul homme? Un homme en plus dont les origines sont des plus douteuses. Elles ont dit, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, eh bien nous les femmes, on va se mettre devant. On va se transformer en commando. Et on va vous montrer comment on se bat pour son pays. Elles ont dit, advienne que pourra, ces femmes. Et à ce que j'ai cru comprendre, elles seraient même prêtes à rentrer au Gabon avec nous pour aller arracher le pays des mains de ceux qui le meurtrissent depuis bientôt 50 ans. C'est admirable. En se levant, chers compatriotes, ces femmes ont dit à Ali Bongo, et là je vais vous parler un peu le fan, Momo, plus jamais, pas cette fois. Elles ont dit à Ali Bongo, vous avez eu les Gabonais en 2009, mais cette fois, c'est fini. Je voudrais aussi rendre hommage au président du mouvement de redressement national, Luc Bengonossi. La victoire que nous avons obtenue à Nantes est aussi un peu sa victoire. C'est lui qui a, depuis 2009, inspiré ce dossier sur l'acte de naissance douteux d'Ali Bongo. Pour cela, il a été isolé, même au sein de l'opposition, qui ne voulait pas en entendre parler. Aujourd'hui, la vérité qu'il voulait établir va se faire, et je puis vous garantir qu'Ali Bongo ne va pas aimer cette vérité. Rendons donc hommage à Luc Bengonossi parce qu'il avait été l'un des premiers aussi à dire Momo, plus jamais, pas cette fois. Je voudrais maintenant vous demander d'observer une petite minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés au combat. On en citera, debout s'il vous plaît, on en citera seulement quelques-uns ici. Pierre Mamboudou, André Mbaobam, Joseph Redjambé, Pierre-Louis Agonjo Kawé, Martine Oulabou, Bruno Mboulbeka. Je vous remercie. Ces noms que je viens de citer, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez la compléter, ont quelque chose en commun. Ils sont tous morts parce qu'à un moment de leur vie, ils ont dit Momo, plus jamais, pas cette fois. Rendons aussi un vibrant hommage au peuple gabonais, qui, lors du retour au Gabon,
du corps d'André Mbombam a bravé les interdits pour descendre en masse dans les rues, du jamais vu, en signe de défiance. Au-delà du fait que, bon, certains y soient allés en tant que partisans de Mbombam, moi, en tant qu'élève étudiant d'histoire, j'ai une interprétation quelque peu différenciée. J'y ai lu le fait qu'il y ait là aussi ceux qui ont simplement voulu dire, en fait, qu'ils n'étaient plus prêts à obéir aux injonctions qui leur sont souvent faites de ne pas se manifester, de ne pas exprimer leurs opinions. Ceux-là, ils ont dit à Ali Bongo, désormais, quand tu nous dis, ne sortez pas, eh bien nous, on sort. Quand tu nous dis, ne marchez pas, eh bien nous, on marche. Plus jamais dans ce pays, un Bongo Ondimba ne nous privera du droit de marcher, du droit de pleurer nos morts. Plus jamais un Bongo ne nous privera du droit de respirer, même jusqu'à l'air que le bon Dieu nous a donné, bon sang. Plus jamais on ne nous frappera avec impunité. Avec nos mains nues, nous résisterons, nous rendrons coup pour coup s'il le faut, toujours avec nos mains nues, parce que nous sommes pacifistes. Mais nous résisterons, car nous en avons assez, et nous disons, évidemment, Momo, plus jamais, pas cette fois. Laissez-moi donc, chers amis, vous l'entendre dire, même si vous ne parlez pas fort. Momo, plus jamais, pas cette fois. Alors, si je comprends bien, mesdames, nos femmes, elles sont déjà en train de dire Ali Bongo doit partir. À ce niveau, c'est clair. Je ne me trompe pas. Donc, si elles sont en train de dire Ali Bongo doit partir, qu'est-ce que nos hommes disent? Qu'est-ce que les hommes qui sont dans cette salle disent? J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous dites? Maman, plus jamais, pas cette fois. Merci. Bon, maintenant que nous sommes tous d'accord, quand on dit Bongo doit partir, quand on dit Ali Bongo doit partir, on ne passe plus beaucoup de temps à réfléchir, hein? On ne passe plus beaucoup de temps à tergiverser, à parlementer, à négocier. Mais pourquoi est-ce que j'entends encore parler, ici et là, d'aller à des élections avec des candidats uniques? C'est une question qui me taraude l'esprit. Parce que vous savez, je suis littéraire, mais j'aime fonctionner en politique avec des équations. La science politique nous permet de le faire. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'étude des comportements humains. C'est de la psychologie. Et parfois, je me dis, un peu comme on dit au Gabon, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire d'aller aux élections avec des candidats uniques, alors même qu'on sait que, avec candidat unique ou pas, tant qu'Ali Bongo est au pouvoir et tant que le système PDG gère les élections, avec un parlement de béni oui-oui, avec une cour constitutionnelle qui est quasi familiale, avec une constitution cousue sur mesure, avec une commission électorale faite de légumes et de manioc, les mêmes causes mèneront toujours aux mêmes effets. Je puis vous le dire, j'ai étudié ce problème depuis le lancement du BDP, mouvement Bongo doit partir, depuis 1998. L'opposition ne gagnera aucune élection au Gabon tant qu'un Bongo Ondimba sera au pouvoir. C'est une réalité incontournable. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je voudrais vous parler ce soir des dangers de l'électoralisme au Gabon.
C'est le plus gros fléau politique que le Gabon ait connu, en réalité. Il est au centre de toutes les démissions collectives, de tous les fantasmes qui ont emprisonné ce peuple en complicité avec le régime des Bongo. Évidemment, c'est ce que j'ai appelé à l'époque le bongoïsme. C'est une maladie. Elle ronge notre nation, cette maladie. Il faut la soigner. Je dirais donc que nous avons au Gabon un fléau. C'est le fléau de l'électoralisme. Dans notre pays, on fait parfois la politique juste pour faire la politique. Et on oublie que la politique ne peut se construire en l'absence d'une idéologie. Une idéologie qui vise à l'intronisation des valeurs qui élèvent l'homme, les valeurs qui affirment l'homme dans sa dignité, c'est-à-dire ce que les Américains appellent la libre poursuite du bonheur. La libre poursuite du bonheur par chacun des citoyens impliqués dans la libre construction et la libre édification de la cité. Et cela pour le bien-être de tous, sans distinction de race, d'ethnie, d'origine, de classe, de sexe ou de religion. Chez nous, on aime aller aux élections, un peu trop. Mais sans vraiment se poser la question de savoir c'est quoi une élection, à quoi sert une élection. Peut-on vraiment aboutir à une alternance politique au Gabon dans les conditions actuelles du système électoral gabonais? Dès lors qu'on ne se poserait pas cette question et qu'on limiterait la réponse à cette question à un simple positionnement politique, on est ce que j'appelle électoraliste. Être électoraliste, c'est aller à des élections qu'on s'est perdu d'avance. Être électoraliste, c'est participer à des élections où il n'y a aucune chance d'alternance politique ou de prise de pouvoir par l'opposition. Être électoraliste, c'est parler de candidat unique quand on sait très bien que le système qui inspire la matrice électorale gabonaise ne donne aucune chance à un opposant, quel qu'il soit candidat unique ou pas, de gagner les élections présidentielles au Gabon, ou s'il les gagne, d'assumer le pouvoir. Je ne suis pas médisant, mais je dirais que si notre illustre frère, aujourd'hui disparu, André Mbobam, n'avait pu lui-même battre le système dans lequel il a malgré tout travaillé, à un niveau qui a permis potentiellement la consolidation de cet appareil électoral. Si lui-même n'a pu trouver une solution à la question électorale gabonaise, une fois qu'il s'est retrouvé dans l'opposition, c'est que la solution, en réalité au Gabon, ne se trouve pas dans la participation à des élections perdues d'avance. La solution se trouve bel et bien dans ce que j'appelle souvent la rue. Soyons donc clairs, pour qu'une élection soit crédible au Gabon, elle doit comporter un certain nombre de garanties et elle doit au minimum résulter d'une remise à plat non seulement de la constitution du Gabon, mais aussi de tous les processus électoraux du pays, et ceci d'une manière qui réduirait le mandat présidentiel à une durée de 5 ans renouvelable une seule fois, ramènerait le principe de l'élection présidentielle à 2 tours, qui est essentiel, et qui nous priverait de ces concoctions artificielles qu'on essaie d'établir. Parce qu'il faut comprendre, la question du candidat unique ne se pose que parce que nous avons aujourd'hui un système à un seul tour. Si nous nous battons en amont de l'élection pour ramener le système à 2 tours, la question du candidat unique devient caduque. Ça veut donc dire que plutôt que de fonctionner comme des moutons à être, on va dire, canalisés par un système électoral qui nous mène inexorablement vers le cul-de-sac politique, il vaut mieux se battre en amont pour défaire ce système.
le libéraliser suffisamment pour que, au minimum, ce deuxième tour soit possible, ce qui garantira en fait ce qu'on va appeler des primaires naturelles. Le candidat de l'opposition le plus naturellement mieux placé bénéficie du soutien et de la solidarité du reste. L'avantage, c'est que c'est le peuple qui a décidé. Quand on fait des concoctions en privé dans les salons de velours et qu'on décide en petits groupes que tel est le candidat unique, il n'y a rien de démocratique là-dedans. On vous impose un choix. Peut-être que ce choix, dans la compétition électorale du discours qu'on doit livrer à la nation, peut-être que ce choix ne fera pas le poids. Peut-être qu'il y a un autre choix quelque part qui pourrait peut-être amener le discours que les Gabonais veulent entendre et peut-être mobiliser les Gabonais vers un véritable changement. La question électorale ne se concocte pas dans des salles de velours, elle s'organise de manière publique, de manière à donner de la voix au peuple gabonais. C'est un principe essentiel pour moi. Donc, le processus électoral devrait également mener au remplacement des membres actuels de la Cour constitutionnelle. Ne trouvez-vous pas qu'ils ont fait assez de mal comme ça à notre pays? Pour qu'on puisse donner peut-être une véritable indépendance à cette Cour, de manière à ce qu'elle puisse dire le droit, et rien que le droit, lors des contentieux électoraux. Amener à une situation qui donnerait une indépendance et une autonomie totale à la commission électorale, pour qu'elle ne soit plus jamais une machine à organiser la fraude, pour qu'elle ne soit plus l'instrument de fraude du régime Bongo-PDG. Il faudrait au minimum informatiser et rationaliser le fichier électoral sur base biométrique, suite à un recensement de la population digne de ce nom. Il faudrait intégrer dans le processus électoral la présence d'observateurs internationaux, non seulement dans chacun des bureaux de vote du pays, mais aussi au sein même de la commission électorale. C'est essentiel. Il faudrait une situation qui garantisse, en fin de compte, et à mon avis, qu'aucune élection ne puisse se tenir au Gabon, en réalité, avec Ali Bongo toujours au pouvoir. Parce que cette malédiction gabonaise-là, qui nous empêche d'avancer, tient à l'existence au pouvoir des Bongo. Un Bongo toujours au pouvoir ne nous amènera pas à la démocratie. Voilà pourquoi quand on dit Bongo doit partir, chers amis, on fait en réalité deux choses importantes. La première est qu'on est convaincu que rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Ça, c'est une donne essentielle. Cette affirmation doit être posée comme une vérité incontournable. Et la personne qui dit ces mots, c'est qu'elle ne peut se détourner de ces mots, parce que ces mots sont la vérité. Quand on sait que quelque chose est vrai et incontournable, on ne perd pas du temps à faire autre chose. On ne perd pas du temps à rechercher des solutions qui ne mènent nulle part. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit quand j'ai lancé le mouvement Bongo doit partir en 1998? On m'a dit, Mengara, tu es fou. On m'a d'abord dit le nom de Bongo doit partir là. C'est pas sérieux. J'ai dit, ah bon, hein? Eh bien, j'ai quand même dit, Bongo doit partir quand même. Ensuite, ils m'ont dit, accepte de négocier avec les Bongo. D'ailleurs, qui m'ont invité au moins 6 fois à rencontrer Omar Bongo. Ils m'ont dit, accepte de négocier. Peut-être qu'on peut encore raisonner avec les Bongo. J'ai dit, ah bon, hein? Ils ont dit oui. J'ai dit, mais je n'ai pas ce temps. Parce que moi, vous savez, j'ai conclu que la vérité, aujourd'hui au Gabon, est qu'on ne peut pas raisonner avec des criminels. J'ai donc maintenu ma position, j'ai dit, Bongo doit partir. Ils m'ont dit, abandonne, les Gabonais ne sont pas prêts pour ce que tu appelles l'insurrection. J'ai dit, ah bon, hein? Ils
Ils ont dit oui. J'ai dit, vous ne connaissez pas les Gabonais. Et parce que vous ne les connaissez pas, je continue à dire, Bongo doit partir. La deuxième chose qu'on fait, chers compatriotes, quand on dit Bongo doit partir, c'est ce qu'on appelle en fait une injonction, c'est-à-dire qu'on affirme la seule voie de salut pour le peuple gabonais, la seule voie, le passage obligatoire. Il faut lier le salut du peuple gabonais au départ inconditionnel des Bongo Ondimba du pouvoir. Et on me dit souvent, mais pourquoi tu parles des Bongo? Qu'est-ce que tu as de personnel avec les Bongo? Je dis, je n'ai rien de personnel. Mais enfin, peut-être aussi que j'ai quelque chose de personnel. Parce que moi, vous voyez, quand je suis aux États-Unis, j'aimerais bien manger mon hamburger tranquillement. Et quand les gens m'appellent, mes parents, la famille, je n'ai jamais entendu quelqu'un m'appeler pour me dire « Mengara, comment vas-tu » On m'appelle toujours pour dire « Oh, est-ce que tu peux envoyer un peu d'argent » C'est qu'en fait, la misère que j'ai laissée au Gabon finit finalement par me poursuivre, même jusque dans les retranchements américains. Ce qui fait que la pauvreté qui est imposée à nos familles au Gabon me poursuit aux États-Unis, où je ne puis jouir de rien, puisqu'il faut partager. Et connaissant nos cultures, nous avons tous pratiquement un clan à soutenir. Mais ça me concerne, ça. Si la gestion calamiteuse des Bongo me prive même de ce droit de manger tranquillement mon hamburger, c'est mon affaire. Oui. Et en fait, tout le monde est égoïste. J'aimerais manger mon hamburger sans le partager, pour une fois. Mais parce que je suis égoïste, la solution de mon hamburger, c'est d'aller chasser les Bongos. Si je veux être tranquille. Vous voyez qu'il n'y a rien dans l'histoire du Gabon qui nous permet l'indifférence. Soit on est engagé, soit on ne l'est pas. Mais j'ai envie de dire, quel désastre si on n'est pas engagé. Même les PDG subissent la même chose. J'ai parlé de nos amis PDG dans la diaspora. Tous les 7 ans, ils votent la même personne qui les condamne à la même misère que nous. Allez-y comprendre quelque chose. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. Mais pour moi, la question gabonaise, elle s'évalue mathématiquement. Si on vous dit, dans votre pays, il y a 3000 bébés qui meurent chaque année de malnutrition, pour cause de mauvaise gestion, attention, on pourrait les sauver s'il y avait des hôpitaux. Ben moi, je peux faire un calcul bête, je me dis, 3000 bébés multipliés par 47 ans, ça me donne un génocide. Oui, ça me donne un génocide. Imaginez 3000 bébés multipliés par 47 ans, on vous les entasse là. Quelle image auriez-vous là? Ça vous choquera, exactement comme on vous l'a dit ici, les crimes rituels. Donc la mauvaise gouvernance est un crime contre le Gabon. C'est un génocide contre nos bébés, nos parents. Vous savez, quelque chose me sidère souvent. Il y a un moment où l'espérance de vie au Gabon se mesurait à 45-50 ans. Bon, on dit que ça avance, mais bon, je vois que ces chiffres ne sont jamais vrais. Et dans un pays où un étudiant obtient son doctorat vers 30 ans en moyenne, à peine termine-t-il ses études, que finalement, il commence à se préparer à mourir, puisque tout de suite après, il est dans la tranche d'âge suivante. Il n'a pas le temps de vivre. Mais c'est un désastre. Il faut donc mathématiser les comportements, les situations. Voilà pourquoi je continue de le dire, chers compatriotes. La deuxième chose, quand on dit Bongo doit partir, c'est que c'est pour nous-mêmes, pour nos familles, nos parents, nos amis, une injonction. On doit lier le départ des Bongo au progrès, à la possibilité de progrès, de renouveau, de renaissance de notre nation. Et on me dit souvent, mais les Bongo, ils ne sont pas les seuls responsables. Je dis oui. Vous savez, moi, je ne dois pas être au pouvoir.
La conclusion, c'est donc que Bongo doit partir. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et rien jusqu'à présent ne m'a éloigné de cette conclusion. Je n'ai encore rien vu. J'ai vu aucune situation qui ait pu me détourner de cette idée-là. Comme Descombelles le disait à l'époque, vous pouvez monter, descendre. Hein? Ça ne changera pas. Une fois ce constat fait, il suffit maintenant de simplifier les mécanismes de ce que j'appelle les mécanismes du combat. Simplifier le combat, c'est simplement évacuer de nos esprits les mythes, les fantasmes, les mythomanies qui peuvent nous faire croire qu'on puisse encore réussir quelque chose de bon au Gabon avec un Bongo Ondimba au pouvoir. Quels sont donc ces fantasmes? Dans le contexte, évidemment, électoral gabonais, il y en a plusieurs. Je vais parler d'à peu près 4 de ces fantasmes. Le premier est de croire à une solution par les urnes. C'est un fantasme. D'abord parce que l'histoire électorale de notre pays n'a pas encore été démentie. La solution par les urnes n'existe pas au Gabon, du moins pas dans l'état actuel des choses. Et donc, si on applique mon équation à cette idée, on pourrait donc dire que si rien de bon ne peut se passer au Gabon, parce qu'avec un Bongo Ondimba au pouvoir, il s'ensuit donc qu'aucune élection crédible ne peut être organisée au Gabon avec un Bongo Ondimba au pouvoir. Je fais la mathématique, là. Voilà donc ce premier mythe évacué. Le changement démocratique ne viendra pas au Gabon par les urnes. Et ça, mes chers amis, c'est le premier précepte de l'idéologie du Bongo doit partir. Le second fantasme consiste à croire que l'on peut encore discuter, négocier avec les Bongo Ondimba. Quand même, vous aussi, hein, mes frères. Combien de temps vous faut-il pour discuter? Quand vous essayez de parler 50 ans durant avec un régime, et quand entre 1990 et maintenant, la personne avec qui vous parlez, la personne avec qui vous négociez, ne cesse de vous ricaner au nez, de vous rouler dans la farine, ne convient-il pas de dire à un moment, ok basta, ça suffit comme ça, finis les discussions, tu pars ou on casse? À un moment, il faut arriver à une conclusion. Donc, vous noterez hein, que pour notre part au BDP Modouane, nous avons simplement conclu que le changement ne viendra pas au Gabon par la bonne volonté des Bongos. On ne change pas les gens avec une mentalité d'animal. Si on est animal, on demeure animal, il y a de fortes chances qu'on meure animal. Si on est criminel, il y a de fortes chances qu'on meure criminel. Je répète donc, le changement ne viendra pas au Gabon par la bonne volonté des Bongo Ondimba. Voilà donc le second précepte de l'idéologie du Bongo doit partir. Le troisième fantasme, ou mythe, si vous le voulez, est de croire que c'est la communauté internationale qui viendra chasser les Bongos à notre place. C'est la chose la plus énervante en politique que de voir des compatriotes s'en remettre totalement à quelqu'un d'autre. Quand il s'agit de parler de leur propre destinée. Parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est le blanc. Vous attendez du blanc qu'il ressente votre pays comme vous-même, comme un Gabonais. Où est-ce que vous avez vu ça? Le blanc, lui, il ressent son pays. C'est pour son pays qu'il travaille. C'est pour son pays qu'il vient dans votre pays. Vous exploitez. Lui, il ressent son pays. Et vous vous dites à ce même blanc, oh, viens nous libérer. Votre pétrole, il sert à créer de l'emploi chez le blanc. Je crois. Du Gabon, on exporte du pétrole brut. On ne donne pas l'emploi aux Gabonais. Ce pétrole pourrait être totalement raffiné au Gabon et puis exporté, raffiné. Quand on l'exporte en brut là, c'est pour donner de l'emploi en France.
Parce que ici, il faut gagner la prochaine élection. Mais vous, vous regardez ça, vous vous dites, oh, viens nous libérer. Ah bon? C'est maintenant la communauté internationale qui doit venir dicter au peuple gabonais comment il doit organiser son système politique. Mais si le Burkina Faso, hein, les Burkinabés nous avaient écoutés, Blaise Compaoré serait toujours là. Hein. Il serait toujours là en train de trucider les pauvres Burkinabés. Non, chers compatriotes, Obama vous l'a dit. Montrez-moi que vous voulez vraiment le changement et l'Amérique sera à vos côtés. Ça, c'est un précepte qu'il faut garder à l'esprit. La communauté internationale s'en fout de vos pleurnichements. Elle s'en fout. Et vous allez voir que la communauté internationale, elle est équilibriste. Elle va du côté de qui maîtrise la situation. Simple, hein? Si c'est l'opposition qui maîtrise la situation dans le pays, parce qu'elle aura rendu le pays ingouvernable, qu'elle le veuille ou pas, cette communauté internationale négociera avec l'opposition. Et quand un dictateur perd le contrôle de son pays, ce sont ces gars qui lui diront, écoutez, nous on veut quand même la paix dans votre pays là, puisque tu as perdu le contrôle, il vaut mieux que tu t'en ailles. Nous, on veut faire notre business. Donc, l'équation du changement au Gabon est simplement une question de rapport de force. Vous ne pouvez pas dire à la communauté internationale, venez nous libérer, alors que vous n'avez montré nulle part ce désir de changer. Parce que la communauté, quand elle vous regarde, elle dit en fait, vous avez le dictateur que vous méritez. Vous avez le dictateur que vous méritez. Voilà ce qu'on vous dit. Vous devez montrer à la communauté internationale que vous voulez vraiment le changement. Elle basculera toujours, cette communauté. Vous lui avez imposé la volonté de votre peuple. Il s'agit d'une question de volonté nationale. Le combat politique est simple. Donc si nous voulons que la communauté internationale intervienne au Gabon, elle ne le fera que quand nous serons dans la rue à démontrer clairement que nous ne voulons plus des Bongo, Ondimba et du système PDG au Gabon. Les solutions miracles n'existent pas. La Vierge Marie ne descendra pas sur terre, dira à Ali Bongo, tiens mon fils, quitte le pouvoir. Non, il n'y aura pas d'illumination divine. Et si nous allons à des élections perdues d'avance, dites-moi, donnez-moi un exemple où la communauté internationale, après qu'un dictateur a déclaré qu'il a gagné les élections, a pu dire à ce dictateur, vous savez, nous on pense que c'est votre opposition qui a gagné, quittez le pouvoir et mettez l'opposition à votre place. Dites-moi, donnez-moi un exemple, si vous en avez un. Ce sera un miracle, mais ce sera peut-être aussi, comme on dit en mathématiques, l'exception qui confirme la règle. Montrez-le-moi. La communauté internationale ne viendra pas dire demain si on va à l'élection, une fois qu'Ali Bongo a gagné, a proclamé, voilà, elle ne viendra pas lui dire quitte le pouvoir, c'est l'opposition qui a gagné. On n'a jamais vu ça. C'est que, en réalité, vous aurez donné à Ali Bongo un deuxième mandat de 7 ans. Et vous nous l'aurez collé pour 14 ans au total, ce qui n'interdit pas par la suite qu'on se le tape pour une trentaine d'années, ce qui veut dire par la suite que nous aurons eu au Gabon finalement la même famille dirigeant le pays pendant au moins 70 ans. Chers compatriotes, ça me donne la chair de poule. Voilà pourquoi je finirai ici avec le dernier fantasme. C'est cette histoire de on va encore faire comment. Mon Dieu, chers compatriotes, un citoyen digne de ce nom ne dit pas on va encore faire comment. C'est un comportement d'abandon. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous devons aujourd'hui considérer que la seule voie de la libération, c'est vers cette confrontation citoyenne qui dit que le citoyen gabonais, insurrectionné, ce Gabonais qui se révolte, a décidé que je n'obéis plus aux lois injustes. Ce citoyen dira, c'est qui m'embête là? Tu es qui pour m'embêter? Si tu m'embêtes, je t'embête. Si tu me tapes, je te tape. Enfin, moi quand j'étais petit, ma maman m'a enseigné à me défendre. De quel droit un policier aurait-il... enfin, qu'est-ce qui fait qu'un policier qui a 2 pieds et 2 mains comme moi puisse me bastonner? Et le rapport de force, il me semble évident.
Vous êtes 3000, il y a 300 policiers, ça fait combien en mathématiques? Combien de citoyens pour chaque policier? Enfin, vous n'allez pas dire que 10 gaillards ne peuvent pas arracher une matraque à un policier et dire, bon écoute, nous on n'est pas violents, mais si tu nous tapes, on t'attrape ta matraque et puis on te bastonne avec. Hein? La résistance, c'est que nous sommes pacifiques, nous n'attaquerons jamais personne. Mais moi, Mengara, je me refuse à être battu par un autre homme. Ma maman m'a défendu ce comportement. Quand j'allais pleurnicher chez ma maman, parce qu'un autre m'a tapé, elle me ramenait chez le gars et puis, hein, dit, bats-toi jusqu'à ce que tu puisses taper ce gars-là. Et quand je n'y arrivais pas, elle me menait à la maison, il me bastonnait. Donc, je dis donc, chers amis, la conclusion elle est claire. Si le changement démocratique ne peut venir au Gabon, ni par les urnes, ni par le bon vouloir des Bongos, ni par le pouvoir de la communauté internationale, ni par le miracle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous reste? Je veux entendre le mot. Qu'est-ce qui nous reste? Nous-mêmes. Et où est-ce qu'on fait ce travail? On n'a pas besoin d'être sorcier. La rue, c'est ce que j'ai toujours appelé insurrection, chers compatriotes. L'histoire récente et ancienne nous démontre qu'il n'y a aucune garantie de démocratie réelle. Hein. Il n'y a de meilleure garantie de démocratie que quand c'est le peuple lui-même qui conquiert sa souveraineté, et généralement par le pouvoir démocratique de la rue. La France elle-même a une histoire de démocratie conquise par le pouvoir de la rue. Quand on conquiert le pouvoir par le coup d'État, la guerre civile, c'est bien. C'est des possibilités de changement, mais vous verrez que celle-là vous ramène généralement une autre dictature militaire. La meilleure garantie de démocratie, c'est le peuple. C'est donc dans la rue qu'il faudra aller conquérir la souveraineté du peuple. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, chers compatriotes. Il nous faut trouver le moyen de destituer et invalider les institutions bongoïstes. Identifier les éléments qui en constituent le pilier, de manière à en finir. Il nous faut une situation où, de par nous-mêmes, de par la volonté du peuple, nous serions capables de réécrire une nouvelle constitution, même quand le régime n'est pas avec nous dans ce processus, et la valider en vue de la proclamation d'une nouvelle république. Il nous faut mettre en place les conditions d'une transition politique, même quand le régime des Bongos n'est pas avec nous, puisque nous avons cessé de l'associer à cette équation, et organiser de nouvelles élections qui soient conformes aux impératifs de transparence et de démocratie que les Gabonais recherchent. Voilà pourquoi la communauté gabonaise des États-Unis avait proposé l'idée d'une assemblée constituante. La différence entre une assemblée constituante et une conférence nationale, c'est que la conférence nationale a tendance à être un outil de négociation par lequel régime et opposition arrivent à un consensus acceptable par tous. Mais au Gabon, cette possibilité n'existe pas. Ali Bongo l'a déjà rejeté. Ça veut donc dire que si Ali Bongo l'a rejeté, nous n'avons plus d'autre choix que de le faire par nous-mêmes. D'où cette idée d'assemblée constituante. Et pour nous, au BDP, nous disons qu'aucune élection ne doit se tenir au Gabon avec Ali Bongo toujours au pouvoir. Voilà pourquoi nous disons que ce discours, chers amis, doit devenir notre enjeu. Je vous ai parlé d'enjeu tout à l'heure. Nous ne parlerons plus d'union nationale ou de front. Parce que l'union nationale, demain, certainement, aura la possibilité de concourir au suffrage universel. Mais quand on parle d'un enjeu que nous partageons tous, il est de l'intérêt de tout le monde d'avoir un système à 2 tours. Il est de l'intérêt de tout le monde d'avoir des élections transparentes. En fait, nous nous aidons si nous oublions que nous sommes Union nationale, Front, BDP et autres, pour simplement nous concentrer sur cet enjeu. Aucune élection ne doit se tenir au Gabon avec un Bongo toujours au pouvoir. Ça veut donc dire que toute notre énergie doit se concentrer sur la création des conditions de l'ingouvernabilité qui vont mener inexorablement à une destitution en bonne et due forme et donc à l'écroulement du système Bongo. Les Gabonais disent donc désormais moment, plus jamais, pas cette fois. Je vous remercie. Je suis votre discours politique depuis plusieurs années
Et je tiens d'abord à vous féliciter pour votre cohérence quant à l'issue inéluctable du combat qui est le nôtre, c'est-à-dire la mise hors d'état de nuire par la voie démocratique ou insurrectionnelle du pouvoir Bongo PDG. Et je suis également très sensible à votre lecture scientifique de la Révolution. Et je voudrais savoir, étant donné l'expérience négative de l'élection présidentielle de 2009, au vu de la montée du repli identitaire à la veille de chaque élection présidentielle, au vu des stratégies de diversion et de division du peuple gabonais par le pouvoir Bongo PDG, quel message, en tant que leader d'opinion, en tant que président du BDP Modoam, auriez-vous à dire aux jeunes Gabonais quant à la probable tenue des élections présidentielles en 2016? Puisqu'on le sait déjà, le PDG, au travers de certains de ses lieutenants, est en train d'essayer de faire ou encore de créer les conditions d'un passage en force. Merci. Écoutez, c'est une bonne question. Je vous dirais que ces phénomènes de repli dont vous parlez, ils ne m'étonnent pas. Le système Bongo a dressé autour de nous un carcan juridique et politique qui nous conditionne à cela. Et en fait, c'est très bien qu'on en parle dans un contexte électoral. Regardez ce qui se passe déjà en ce moment dans le contexte du débat politique. Nous sommes déjà un peu dedans. J'ai vu des débats au ping ceci ou cela. Et les gens commencent à discuter comme d'habitude. Mais en fait, ce n'est pas compliqué, le système électoral nous y force. Parce qu'encore une fois, laissez-moi vous le dire, quand vous discutez de candidature unique, vous créez les conditions qui feront que, obligatoirement, le fond dise « Oh, pourquoi ça doit être un peu? C'est peut-être un fond qu'il faut être là, qu'il faut mettre là. » Et ainsi de suite. C'est parce qu'en fait, le manque de démocratie nous amène à ce repli naturel. Il est naturel et surtout dans nos pays africains. Hein, il ne faut pas ignorer ce phénomène. Il va se produire. Voilà pourquoi, en général, il faut libéraliser le système politique. C'est la seule solution. Si nous avions un système à 2 tours, mais il me semble que le problème n'existerait pas déjà à ce niveau. On laisserait chacun proposer ses idées aux Gabonais. Et les Gabonais auront l'occasion de décider sur la base des idées. Et vous verrez que les meilleures idées l'emporteront toujours. Les Gabonais, tout comme tous les autres peuples, sont intelligents. Ils savent reconnaître qui est compétent, qui n'est pas compétent, qui est capable, qui n'est pas capable. Il ne faut tout simplement pas leur imposer quelqu'un, parce que quand vous faites cette imposition-là, vous créez les conditions du repli, parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas dedans. La démocratie est en fin de compte la solution à tous nos problèmes. Merci. Une autre question? Bonjour Monsieur Ménard, je me nomme Monsieur Ndong Randi. Bon, j'ai dit Ndong parce qu'elle est censée s'habituer à séparer le N du reste. Donc c'est Ndong Randi. Et donc moi j'avais une question par rapport aux actions menées, par rapport à tout ce que vous avez eu à dire. En fait, moi j'ai remarqué que généralement tout ce qu'on dit ici en France ou en Occident n'est jamais perçu au Gabon. Et que je pense que le plus grand combat, c'est certainement au Gabon que ça va se passer et en France. Parce que Internet, par exemple, nous, on a la possibilité d'avoir des nouvelles, mais généralement, on fait un fond de l'habitum ou on fait un fond de Midi,
forcément on n'a pas les mêmes informations que celles qu'on a ici en Occident. Est-ce que le mouvement que vous dirigez et de la diaspora a un plan pour mener ce combat sur le territoire national? Parce que je pense que c'est là où les plus grands enjeux vont se dérouler. Merci. Merci pour votre question. Elle me permet en fait de ramener à la logique, d'abord qui part de ces événements de Nantes et qui nous projette en réalité encore dans les projets, si vous suivez un peu l'activité politique de l'Amérique du Nord, qui nous concerne notamment par rapport à l'idée d'assemblée constituante. Nos résolutions proposent justement que cette idée que nous trouvons novatrice, puisqu'elle responsabilise le peuple en tant que tel, pourrait nous amener en fait à une situation de libération nationale. Mais pour que le peuple justement entende ce message, on ne peut pas le faire par sous couvert. Il nous faudra absolument organiser le retour au Gabon de ceux qui partagent ces projets que j'appelle projets révolutionnaires. Et dès lors que nous aurons confronté ces idées aux réalités locales, on verra si elles peuvent marcher. On nous dit souvent que le peuple gabonais n'est pas prêt. Nous on dit on n'a pas encore vu de discours mettant le peuple gabonais devant ses responsabilités. Il y a des semblants des discours, mais qui ne sont généralement pas sincères et qui s'arrêtent toujours au seuil de quelque chose. Nous voulons un peu dépasser ce seuil pour voir où on va. D'où le projet justement qui ferait que, en fait, cet été, il est possible que vous nous voyiez au Gabon, justement, pour commencer à distiller ce message. Et la raison pour laquelle je suis venu justement travailler avec les sœurs, c'est aussi commencer à créer cette synergie. Elles m'ont dit qu'elles sont prêtes à aller au Gabon. Nous avons un enjeu maintenant. Cet enjeu demandera que la diaspora que nous sommes s'organise pour aller justement distiller ce nouveau message. Attention, nouveau message. Le message n'est pas totalement le même. Peut-être que les Gabonais ont besoin d'entendre autre chose. Et quand ils l'entendront, nous saurons exactement où ils se situent. Évidemment, je n'ai jamais envie en politique d'avoir la grosse tête. Généralement, je fais des théories, mais je sais que, oui, on peut peut-être nous croire que les Gabonais sont prêts, alors qu'ils ne le sont pas. Mais comment le serons-nous si on n'y va pas et tester notre discours, notre théorie insurrectionnelle, bien entendu, qui n'a peut-être pas encore été articulée clairement. Ce peuple n'a pas encore été éduqué aux réalités du combat de résistance. Il faut le lui dire. Parfois, il faut dire au peuple, voilà ce qu'on attend de vous. Je n'ai pas encore entendu. Et c'est à ce travail que je voudrais en fait me consacrer cet été en compagnie de nos aînés, évidemment. Puisqu'il faut associer tout le monde, pourvu qu'évidemment, tout le monde partage l'idée que Bongo doit partir. Merci.